Bonjour à tout le monde. Donc, contrairement au professeur Bridou, moi je ne suis pas du tout un expert de la rhabdomyolyse, comme lui est expert des myélomes. Mais bon, c'est quand même un plaisir de pouvoir vous parler un petit peu de cette pathologie qu'on peut encore être amené à voir dans certaines circonstances, il faut savoir y penser. Alors c'est assez simple de parler après Franck, parce qu'imaginez 2 petites minutes finalement que la myoglobine représente la chaîne légère du myélome, et finalement que le plasmocyte ou le muscle représente le plasmocyte du myélome, et on arrive à peu près, en tout cas, au niveau de la physiopathologie, à peu près à la même chose que la néphropathie à cylindre. Aux échanges plasmatiques près. Aux échanges plasmatiques près, mais je vais en parler. Donc, effectivement, vous êtes censé connaître à peu près tous ce que c'est la rhabdomyolyse, vous l'avez appris pendant vos études de médecine. Néanmoins, moi je pense aussi connaître pas mal de choses sur la rhabdomyolyse, mais il y a quand même des données assez intéressantes, assez nouvelles concernant la prise en charge. Donc, comme vous le savez, cette rhabdomyolyse est un syndrome clinico-biologique dû à la lyse des fibres du muscle strié squelettique dont le contenu est libéré dans la circulation. Le contenu des muscles, bien entendu, des enzymes, des protéines de structure, en premier lieu la myoglobine, qui est donc la molécule clé qui va être toxique au niveau rénal, et puis tout un tas d'électrolytes qui vont poser des problèmes effectivement dans la prise en charge, puisqu'ils peuvent, cette libération massive d'électrolytes peut compromettre le pronostic vital des patients. Alors, quand est-il possible d'avoir une rhabdomyolyse? Dès qu'il y a une situation physico-pathologique qui conduit à un déséquilibre entre les apports et les besoins métaboliques, que ce soit une perturbation de la production ou d'utilisation de l'ATP par le muscle strié, une demande en énergie excédant les possibilités de production d'ATP peut conduire, in fine, à l'apparition d'une rhabdomyolyse. Cette rhabdomyolyse, si on allait un petit peu plus loin, elle est caractérisée, notamment si on faisait des biopsies musculaires à tous les patients, elle est caractérisée par une nécrose des cellules musculaires, donc des myocytes, avec, je ne suis pas expert, mais des myocytes donc, qui vont présenter des ruptures membranaires, de l'inflammation et des myocytes qui sont gonflés. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait dans les suites d'une diminution de la concentration cellulaire en ATP? Toutes les réactions cellulaires qui sont fortement consommatrices d'énergie, notamment les réactions d'homéostasie cellulaire, la régulation d'un certain nombre de pompes à la surface des cellules, vont être altérées, vont dysfonctionner. Ce dysfonctionnement en premier lieu va toucher la pompe Na+K+ATPase, qui va entraîner une accumulation d'eau et de sodium dans le myocyte, un œdème intracellulaire qui lui-même est responsable d'une accumulation de calcium, et il s'ensuit la production de radicoline, d'un stress oxydatif excessif qui va contribuer à une inflammation locale via l'afflux de polynucléaires neutrophiles, de macrophages, de cytokines, puis aboutit à une dysfonction de la cellule endothéliale à l'origine d'une extravasation dans le milieu extracellulaire du contenu de la cellule myocytaire. Donc une revue semi-récente maintenant, publiée dans le New England en 2009, je vous remets ici donc les principales étiologies des rhabdomyolyses, la cause qu'on voit le moins souvent en France, bien heureusement, mais qui a amené à une première description du syndrome de rhabdomyolyse, c'est le Crush syndrome, donc post-traumatique. Vous avez tout un tas de situations qui peuvent entraîner des rhabdomyolyses, notamment des syndromes de sevrage alcoolique, des crises d'épilepsie, des problèmes d'hypoxie musculaire. Attention, certaines maladies relativement rares, notamment des cytopathies mitochondriales, des désordres métaboliques impliqués dans la glycogénèse ou du métabolisme lipidique peuvent conduire à une rhabdomyolyse, des infections, des modifications de température, que ce soit le syndrome malade des neuroleptiques par exemple, des hypo ou des hyperthermies sévères, et puis une cause assez fréquente en Europe et puis en France, c'est les prescriptions de certains médicaments, notamment, on en parlera, les fibrates, les statines et la consommation de produits illicites. Et dans un certain nombre de cas, malgré une enquête étiologique assez bien menée, il peut y avoir des causes qui restent idiopathiques. Alors, effectivement, les premières descriptions, elles datent de 1940, lors de la bataille de Londres, où a été décrit par Bywaters et collaborateurs dans British Medical Journal en 1941, 4 patients qui présentaient dans les suites des bombardements, des patients qui avaient subi un ensevelissement prolongé, qui développaient une insuffisance rénale aiguë anurique qui ressemblait un petit peu finalement à celle qu'on observait dans des transfusions ABO incompatibles avec des hémolyses post-transfusionnelles massives. Donc là, j'ai repris un certain nombre, malheureusement, de tremblements de terre ont eu lieu depuis cette première description, avec un nombre de morts très très important.
Et effectivement, dans ces différentes descriptions, que ce soit en Arménie, au Japon, on décrit de manière courante et très fréquente un nombre très important de patients dialysés dans les suites de ces tremblements de terre. À titre d'exemple, dans le dernier grand tremblement de terre en 1999 en Turquie, 17 000 morts, on notait 639 patients qui étaient en insuffisance rénale, 462 dialysés avec 5000 séances de dialyse, avec des fasciotomies de décharge, des amputations, et déjà les auteurs notaient, et ça c'est confirmé par la suite, que le rein constitue un facteur pronostic essentiel, puisque dans le cas d'une rhabdomyolyse, le fait d'avoir une insuffisance rénale aiguë qui n'est pas constante, et surtout d'être dialysé, est un facteur pronostic très important. Donc, ce papier de médecine, une équipe américaine qui apprenait les différentes étiologies en dehors, je dirais, des... C'est bien les mains, mais voilà. En dehors des causes des crush syndrome et donc des problèmes de catastrophes naturelles, si je puis dire, on voit que les principales étiologies, donc les problèmes de consommation d'alcool, les médicaments, certaines maladies musculaires, des causes idiopathiques, vous voyez qu'elles sont quand même présentes chez 34 patients sur 475, qui témoignent un petit peu de notre ignorance, parfois dans certaines circonstances, malgré un bilan exhaustif. Lorsqu'on reprend les différents médicaments, attention, donc vous savez, les antipsychotiques, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, et puis bien entendu les statines. Un bon nombre de patients en insuffisance rénale sont sous statine, et donc il faut effectivement penser à surveiller le bilan des CPK, éventuellement le bilan hépatique. Une autre cause un petit peu plus rare, mais qu'on peut rencontrer, peut-être pas trop à Paris, mais comme c'était le QN national, je me suis permis de la mettre, les intoxications aux champignons. Donc ça avait été décrit, c'est un papier assez original qui date de New England de 2001 par l'équipe de Godot à la Pitié-Salpêtrière, où ils ont pris un certain nombre de patients qui, suite à la consommation d'un champignon, alors je ne suis pas expert, le Tricoloma équestre, ont développé, vous voyez, des rhabdomyolyses importantes avec des pics de CPK, parfois presque 700 000 unités chez 12 patients. Et puis ils ont fait des études assez originales, puisqu'ils ont pris ces champignons et ils ont fait des gavages à la souris par tubage gastrique, et ils ont comparé effectivement pour démontrer qu'il y avait des toxiques dans le champignon qui était à l'origine potentielle de rhabdomyolyse. Ils ont gavé ces souris par tubage gastrique et comparé avec une autre espèce de champignon. Donc bien heureusement, il ne faut pas que ce topo vous empêche de manger des champignons demain, mais soyez prudents, il y a certaines espèces qui effectivement peuvent entraîner des rhabdomyolyses et les conséquences que l'on va voir par la suite. Alors un petit mot sur le diagnostic. Alors c'est dur de tirer un profil type de patient et puis de présentation, parce qu'en fait ça dépend effectivement beaucoup de la cause. C'est pas du tout la même chose de faire une rhabdomyolyse dans les suites de la prise de statine ou dans les suites d'un crush syndrome ou d'un syndrome malade et neuroleptique par exemple. Alors lorsqu'on prend l'étude, j'ai pris ces deux études en fait qui sont un peu les plus générales, on est en dehors de causes traumatiques. Vous voyez dans le papier de médecine et puis un papier plus récent de PLOS ONE, il s'agit quand même plus souvent des hommes, peut-être parce qu'ils prennent plus souvent de statine, peut-être parce qu'ils sont plus alcooliques, je ne sais pas, avec un âge moyen de 47-54 ans. Les symptômes ils sont assez classiques, c'est les douleurs musculaires, la faiblesse musculaire, la douleur à la pression des muscles, avec parfois des tableaux de crampes, voire de paralysie. Un signe, bien entendu, que vous connaissez et qui est très très important, c'est la coloration orangée brunâtre des urines, qui est liée directement au pigment, à la myoglobine et puis à la réaction cellulaire que celle-ci induit, et liée au pigment ferrique. Ensuite, il peut y avoir des troubles hydroélectrolytiques, l'hyperkaliémie, l'hyperphosphorémie, des tableaux d'acidose métabolique, et puis bien entendu, selon les étiologies, ça dépend du contexte dans lequel on se place, des problèmes d'hyperthermie, de choc, d'oligoanurie, voire de CIBD. Attention pour ce qui est de la coloration rouge, orangée des urines noirâtres, il n'y a pas que les rhabdomyolyses et la myoglobinurie qui peuvent donner ces colorations, on a aussi l'hémoglobinurie, certaines hématuries, des facteurs externes, bien entendu, vous savez qu'il doit y avoir forcément quelques internes parmi vous qui ont déjà pris de la rifampicine, en prophylaxie, les betteraves, etc. Attention, parfois ça peut être polysymptomatique, et donc le message c'est quand même chez un patient qui est sous statine, dans un contexte qui peut une insuffisance rénale aiguë, pour lequel vous posez la question du diagnostic étiologique, n'hésitez pas à faire les CPK, un dosage de CPK, ça peut parfois rapporter gros. Justement, concernant ces CPK, vous savez que ce n'est pas elles directement qui sont toxiques, mais c'est le reflet, et elles reflètent l'intensité de la lyse musculaire, donc la créatine kinase qui a une demi-vie sérique d'un jour et demi. Elles atteignent habituellement dans un contexte de rhabdomyolyse leur taux max au premier jour dans 70% des cas, et on note une disparition progressive du taux de 39% par jour.
Alors, il n'y a pas de définition consensuelle et unanime de la rhabdomyolyse, mais c'est vrai que c'est souvent à partir du taux de CPK qu'on définit si les patients ou non ont une rhabdomyolyse. Donc, généralement, le taux le plus couramment admis, c'est 5 fois la valeur normale, ce qui correspond à peu près à 5000 unités par litre. Les CPK, donc, dans certaines circonstances, crise d'épilepsie, crush syndrome, arrêt cardiaque, dans les suites d'une prise en charge en réanimation, peuvent atteindre parfois plusieurs centaines de milliers d'unités. À titre d'exemple, là, dans plusieurs papiers, vous voyez qu'il est dans un papier un petit peu ancien, le 13% des patients avaient des CPK supérieurs à 20 000. Le CPK médian dans l'étude de PLOS ONE récente, où je vous parlerai tout à l'heure sur le pronostic de la rhabdomyolyse, était à 12 750 et on est à 168 000 dans l'étude de médecine. Et là encore, il y a une assez bonne corrélation entre le pic de CPK et le mécanisme causal à l'origine de cette rhabdomyolyse. Donc pour ce qui est des autres enzymes, les LDH, les azates, éventuellement l'aldolase, un manque de sensibilité évident dans cette situation. Donc le pigment et le composé qui est directement toxique pour le tubule rénal, c'est la myoglobine. Donc c'est un peptide, une molécule de 153 acides aminés qui est directement filtrée par le glomérule, un peu comme les chaînes légères, puisqu'il fait 17 kilodalton, avec un taux normal qui est inférieur à 80 nanogrammes par millilitre. Il y a une élimination urinaire et généralement on voit apparaître une myoglobinurie quand la myoglobinémie excède 1,5 mg par décilitre. C'est une molécule qui est présente exclusivement dans le muscle squelettique et le muscle myocardique, et c'est une protéine de transport importante au niveau du transport et du stockage de l'oxygène dans le muscle. Alors attention, le fait qu'il n'y ait pas de myoglobinurie n'élimine pas le diagnostic. C'est vrai que souvent cette myoglobinurie, c'est elle qui est indirectement responsable de la coloration des urines, mais elle n'est pas toujours présente et ça ne va pas éliminer le diagnostic de rhabdomyolyse. Donc là, si je vous parle aujourd'hui de la rhabdomyolyse, c'est pas pour vous parler des CPK, des urines noirâtres, mais bien parce que la rhabdomyolyse est une cause d'insuffisance rénale aiguë. J'étais un petit peu surpris dans le papier du New England, une revue générale qui est assez intéressante, de constater que les rhabdomyolyses représentaient 7 à 10% des insuffisances rénales aiguës aux États-Unis. L'incidence de l'IRA, donc selon les études, elle varie entre 13 et 58%. Ça dépend beaucoup des dates de publication, des critères utilisés pour définir l'insuffisance rénale aiguë. Est-ce que c'est juste une augmentation de la créatinine de 30% par rapport à la créate de base? Est-ce que c'est une augmentation à plus de 210 micromoles? Donc bref, ou avec des critères plus récents, les critères Akin ou Calico. À titre d'exemple, dans l'étude de Méli, chez les 475 patients hospitalisés avec une rhabdomyolyse qui était définie par un taux de CPK à 5 fois la normale, on note une insuffisance rénale aiguë chez 46% des patients. Chez 126 patients avec des CPK supérieurs à 5000 dans l'étude de PLOS ONE, avec les critères de Riffel pour définir l'insuffisance rénale aiguë, on a 58%. Et dans une étude plus récente, une grande étude publiée dans JAMA en 2013, avec 2371 patients tout venant, avec des causes rhabdomyolyse tout venant, on est à 40% d'insuffisance rénale aiguë selon les critères Calico. Donc ça, on va passer rapidement, c'est des études un petit peu plus anciennes. Vous voyez, les critères pour définir l'insuffisance rénale aiguë étaient différents, et on note là encore des taux d'incidence d'insuffisance rénale aiguë allant de 10 à 52% selon les études. Alors les facteurs de risque, y a-t-il une corrélation? C'est la première question qu'on a le droit de se poser. Je vous ai dit que les CPK, plus c'était élevé, plus il y avait de la nécrose myocytaire importante, plus le mécanisme causal était généralement intense. Est-ce qu'il y a une corrélation entre l'intensité du pic de CPK et le risque de développer une insuffisance rénale aiguë? Alors c'est retrouvé dans pas mal d'études, mais je voulais quand même vous noter que ce n'était pas une corrélation qui était vraie dans toutes les études. Dans l'étude de médecine, on voit qu'il y a une assez bonne corrélation entre plus les CPK sont élevés et la créatinine sérique. Et il faut faire attention parce que dans certaines circonstances, vous pouvez avoir notamment des myopathies chroniques, certaines dystrophies musculaires, peuvent avoir des épisodes d'insuffisance rénale aiguë avec parfois des pics de CPK qui sont franchement pas très élevés. Et puis bien entendu, il y a des facteurs surajoutés qui jouent probablement un rôle. L'hypovolémie, on va voir que dans le crush syndrome, vous allez avoir des problèmes d'hypovolémie qu'il va falloir manager d'une manière très intense à la phase initiale, le sepsis et éventuellement les épisodes de déshydratation. Ce papier publié dans PLOS ONE en 2013 qui reprend les patients ayant une rhabdomyolyse, 126 patients, et puis il compare un certain nombre de paramètres biologiques et de données épidémiologiques, notamment la consommation
consommation de drogue, l'infection par le virus de l'hépatite C, CIVD, et des paramètres biologiques entre les 73 patients qui développent une acute kidney injury versus les 43 patients donc, qui ne développent pas d'insuffisance rénale aiguë. Donc un certain nombre de paramètres que vous avez dans votre livre, votre polycopier, je ne vais pas tous les reprendre. Par contre, ce qui est intéressant, retenez qu'en analyse multivariée, les auteurs retiennent 4 paramètres qui sont significativement associés au risque de développer une rhabdomyolyse, quelle que soit l'étiologie. On retrouve le taux de CPK dans cette étude à 12 750 avec un odds ratio à 4,9, l'acidose métabolique, le TP et puis une hypoalbuminémie inférieure à 33 grammes par litre. Une autre grande étude qui a été publiée dans le JAMA, comme quoi ça intéresse encore, même si c'est relativement rare et puis on n'en voit pas forcément beaucoup, donc ça intéresse quand même, puisqu'une grande publication 2013 dans le JAMA, où on s'intéresse à 2371 patients avec un critère composite qui va être la nécessité d'une RRT, donc une thérapie de remplacement rénal, et ou le décès. Le critère composite, donc avec des étiologies tout venant, des myopathies, des intoxications, syndrome malade et neuroleptique, avec ici la cause la plus importante qui est l'arrêt cardiaque. Donc vous voyez déjà que si on prend par exemple, j'ai regardé rapidement tout à l'heure, ce qui est intéressant c'est que pour ce qui est des patients, donc c'est un critère composite de survie ou de nécessité de dialyse, et vous voyez en fonction de l'étiologie, on n'a pas du tout la même chose. Là on a un syndrome de revascularisation, donc plutôt les aponévrotomiques des charges, vous voyez que les décès sont à 0%, par contre l'incidence de l'insuffisance rénale aiguë est très très importante. À l'inverse ici, chez des patients qui font des rhabdomyolyses post-arrêt cardiaque, bien entendu, ce qui prédomine, c'est le décès avant l'insuffisance rénale. Et puis les auteurs de ce travail vont faire un score pronostic qui est assez intéressant, basé sur l'âge des patients, sur le sexe des patients, sur la créatinine initiale, sur l'hypocalcémie initiale, parce qu'effectivement, de manière un petit peu étrange, je vous expliquerai par la suite, mais on s'attendrait plutôt à une mise musculaire, à une libération de calcium à la phase initiale. Le calcium est chélaté dans les dépôts phosphocalciques au niveau des tissus musculaires lésés. Donc l'hypocalcémie initiale, le taux de CPK, l'origine, et le phosphore et les bicarbonate, vous avez un score pronostic. Et lorsque vous regardez le critère composite, donc de décès ou de remplacement rénal, vous voyez que lorsque le score est inférieur à 5, vous êtes à 2,3% du risque d'atteindre le critère composite, alors que vous êtes à 61,2% lorsque le score est supérieur à 10. Le pronostic de l'insuffisance rénale et la mortalité, hop, excusez-moi, donc là encore ça dépend de quelle population on s'intéresse. Dans un papier publié dans une revue de réanimation, vous voyez que l'insuffisance rénale est très importante, 59% l'insuffisance rénale est très importante et vous avez des taux de décès, mais on est dans un contexte de patients de réanimation de 59 versus 22% avec un petit P significatif qui n'apparaît plus et qui doit être derrière. Pareil, donc la plupart des papiers quand même s'accordent à penser qu'au cours de la rhabdomyolyse, lorsque l'insuffisance rénale aiguë est présente, c'est un facteur pronostic péjoratif en termes de risque de mortalité. Un petit mot sur la physiopathologie. Donc il y a 3 éléments importants, un petit peu comme les chaînes légères. La toxicité directe de la myoglobine, comme tout à l'heure, la chaîne légère qui est filtrée naturellement par glomérule, elle va pouvoir être absorbée par le tube contourné proximal, et on ne connaît pas la séquence peptidique qui lie la myoglobine avec la protéine de Tamor-Cheval, mais là encore on sait qu'il y a des complexes myoglobine protéines de Tamor-Cheval qui vont venir obstruer les tubules distaux avec une obstruction tubulaire qui joue un rôle important dans la genèse de l'insuffisance rénale. Il s'ensuit aussi, lors de la rhabdomyolyse, un épisode de vasoconstriction intrarénale très important qui est lié à l'hypovolémie. Effectivement, durant la rhabdomyolyse, il va y avoir une séquestration, je vous ai parlé un tout petit peu au début de ce problème d'œdème, de gonflement des cellules. Il va y avoir une séquestration liée à le dysfonctionnement des pompes Na+, K+, donc de l'eau, du sel qui reste dans les tissus lésés, et donc les patients sont en grande situation d'hypovolémie qui contribue à l'insuffisance rénale et qu'il va falloir corriger très rapidement. Donc cette hypovolémie va activer un certain nombre de vasoconstricteurs, le système rénine-angiotensine, le système sympathique, l'ADH, la libération d'un certain nombre de médiateurs dont certains sont vasoconstricteurs, tels que l'endothéline, et puis, je vous en ai parlé aussi un petit peu tout à l'heure, un stress oxydatif excessif avec la libération de radicaux libres. Et puis, un déficit local en molécules plutôt vasodilatatrices telles que le NO.
Pour ce qui est de la toxicité directe de la myoglobine, là encore c'est bien démontré. Cette toxicité elle est accrue un petit peu comme tout à l'heure les chaînes légères qui précipitent plus avec la protéine de Tammor-Schwal dans des urines acides. Ben, c'est la même chose au cours de la myoglobinurie et des problèmes de rhabdomyolyse avec une toxicité directe qui est liée à la libération de radicaux libres, une modification d'activité de la myoglobine qui devient peroxydase-like avec la peroxydation de certains nombres de lipides à l'origine d'un dysfonctionnement tubulaire global. Donc l'obstruction tubulaire, ça ressemble beaucoup donc, à la chaîne légère. Elle est favorisée par l'hypovolémie, la vasoconstriction. La myoglobine, elle arrive au niveau du tube distal. Elle rencontre la protéine de Tammor-Schwal, qui est donc une protéine physiologique synthétisée par la branche ascendante de l'anse de l'année, à l'origine d'une obstruction tubulaire. Et donc cette obstruction va faire ces castes, ces cylindres composés de protéines de Tammor-Schwal et de pigments de myoglobine, et qui est favorisé par des urines acides. Il va falloir, lorsque vous avez affaire à un patient qui présente une rhabdomyolyse, prendre en charge un certain nombre de complications hydroélectrolytiques. En premier lieu, l'hypercalémie, qui était, bien entendu, comme vous le savez, qui est la complication immédiate la plus grave, notamment dans des situations de catastrophes naturelles, de tremblements de terre par exemple, ou de bombardements. À titre d'exemple, dans le tremblement de terre à Marmara, survenu à Marmara en Turquie, 70 patients à la prise en charge initiale avaient une hypercalémie à plus de 7 millimoles. Attention, cette hypercalémie, elle peut survenir dans le cadre d'intoxication médicamenteuse. Une patiente sous statine, vous voyez, avec des chiffres de calémie, avec des reports de NDT jusqu'à 10,3 millimoles. Et puis, elle est favorisée par l'insuffisance rénale et par l'acidose métabolique. Les autres troubles hydroélectrolytiques, une hyperphosphorémie par lyse cellulaire qui peut manquer éventuellement à la phase initiale et qui peut masquer aussi l'hypophosphorémie à l'origine de la rhabdomyolyse. C'est ce que je vous disais tout à l'heure pour ce qui est de l'hypocalcémie. Elle est retrouvée dans 20 à 40% des cas à la phase initiale, qui est liée donc à la séquestration du calcium qui précipite dans les tissus musculaires lésés. Et puis, à la phase de reprise de diurèse polyuro-polytixique, entre guillemets, il peut survenir justement lié à cette libération secondaire du calcium chélaté dans les muscles. Il peut y avoir une hypercalcémie transitoire dans 12 à 25%. L'insuffisance rénale, donc elle est multifactorielle, peut être initialement fonctionnelle liée à cette hypovolémie, mais très rapidement, le plus souvent, elle prend un aspect nécrose tubulaire lié aux différents mécanismes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ceci nous amène à parler du traitement. Donc il n'y a pas, effectivement, qui dit maladie relativement rare dans des situations quand même d'urgence, de catastrophe naturelle, c'est assez dur de prévoir une étude prospective randomisée, c'est dur de prévoir un tremblement de terre. Donc, effectivement, on manque d'études. Ce qui est certain, et ça c'est les grandes prises en charge des catastrophes naturelles qui nous montrent qu'il est important de corriger l'hypovolémie avec parfois une quantité de fluide administré qui est assez impressionnante, vous allez voir, traiter les troubles hydroélectrolytiques, et puis je vous dirai un petit mot sur l'épuration extra-rénale. Donc, comment corriger l'hypovolémie? Donc, il n'y a pas d'études contrôlées, randomisées, mais des expériences acquises lors des catastrophes naturelles suggèrent que parfois les patients ont besoin, à la phase initiale, de 5 à 10 litres de perfusion qui pourraient prévenir l'insuffisance rénale aiguë. Alors, il n'y a pas d'études, encore moins d'études prospectives randomisées, sérum physiologique versus bicarbonate de sodium. Il y a néanmoins quelques avantages théoriques du bicarbonate de sodium qui pourraient limiter la vasoconstriction observée uniquement en milieu acide dans les modèles animaux. Ça peut inhiber la cascade d'oxydation induite par la myoglobine et donc la toxicité proximale. Ça peut, et ça je pense que c'est un élément important, un peu à l'image des chaînes légères, inhiber la précipitation de la myoglobine, protéine de Tammor-Schwal et donc l'obstruction distale. Ça pourrait aussi aider à corriger une éventuelle hypercalémie. Un inconvénient potentiel, c'est la réduction du calcium ionisé qui peut être associé à la perfusion du carbonate. Intérêt du mannitol, le but du mannitol, ça serait éventuellement d'instituer une diurèse osmotique, provoquant une dilution tubulaire et une réduction de la précipitation de la myoglobine. Là encore, pas d'études contrôlées en faveur de son utilisation. Ne se conçoit effectivement que si la volémie a été au préalablement rétablie, car ça peut aggraver initialement l'hypovolémie, puis bien avoir en tête que le mannitol, pour des doses cumulées importantes, peut entraîner des insuffisances rénales aiguës. Certains auteurs avaient suggéré, je vous ai dit, l'importance du rôle du stress oxydatif, éventuellement les antioxydants, ce n'est pas clairement démontré. Alors, une revue qui est assez intéressante pour ceux qui s'intéressent, qui veulent faire plus tard, qui veulent être néphrologues secouristes ou qui s'intéressent vraiment beaucoup à la néphrologie et qui veulent finir promus
à la petite évaluation en début de séminaire. Donc cette revue, Better, dans Nature Review Nephrology, avec effectivement les auteurs montrent bien que l'objectif c'est de maintenir un pH urinaire supérieur à 6, donc privilégier une augmentation rapide de la diurèse, d'alcaliniser. Je vous ai appris un petit peu, pas moi mais Bosch m'a aidé pour reprendre un petit peu les études qui comparent le traitement précocité versus prise en charge un petit peu plus tardive de la restauration de la volémie. Toutes les études sont en faveur, et ça on pouvait s'y attendre, la plupart des études, d'un rétablissement précoce et rapide de la volémie. Une seule ou deux études comparent, mais on est dans le cadre d'études rétrospectives, des solutions de sérum physiologique versus du bicarbonate. Ils n'observent pas de différence en termes de prévention d'insuffisance rénale aiguë. À noter, dans un contexte tout à fait particulier d'intoxication à la toxylamine, une seule étude prospective randomisée, où là les auteurs montraient une supériorité de l'hydratation à partir de bicarbonate de sodium. Il faut bien entendu corriger les troubles hydroélectrolytiques associés, l'hypercalémie, pas de correction rapide d'une hypocalcémie pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure avec cette libération secondaire de calcium, donc effectivement il faut y aller doucement, faites attention, pensez bien à calculer aussi la calcémie corrigée, ces patients ont souvent des hypoalbuminées importantes, prudence avec les chélateurs calciques et du phosphore, parce que ça pourrait en théorie augmenter la précipitation phosphocalcique dans les muscles lésés. L'épuration extra-rénale, quand est-ce qu'il y a des études qui disent qu'en préventif, dès qu'on a une augmentation des CPK, ça pourrait prévenir le risque d'insuffisance rénale, c'est pas démontré. Comment l'hémodialyse conventionnelle épure peu la myoglobine. Donc certains auteurs, notamment Claude Ronco, ont émis l'hypothèse que l'hémodiafiltration avec des membranes à haut flux de haute perméabilité pourrait être plus efficace. Il n'y a pas d'études là encore prospectives et même que des petites études sur des faibles effectifs, un petit peu à l'image que ce que nous disait tout à l'heure le professeur Bridou. Et par contre, il y avait quelques données sur les échanges plasmatiques, et contrairement au New England dans l'étude rétrospective tout à l'heure, il n'y a pas de données très très évidentes pour la place des échanges plasmatiques dans un contexte de rhabdomyolyse. Ça, on va passer rapidement, c'est vraiment pour les secouristes. Donc, en conclusion, il faut savoir évoquer le rhabdomyolyse dans un contexte d'insuffisance rénale aiguë. Attention, méfiez-vous aux formes post-symptomatiques, parce que les signes cliniques, notamment les douleurs musculaires, ne sont pas forcément au premier plan. Attention aux jeunes que vous prenez en charge, parce que de plus en plus, ils sont de fervents admirateurs. Vous savez que la musculature, c'est très très important, et on en a de plus en plus qui sont dans des salles de sport, et il nous arrive, moi j'ai eu un jeune greffé le jour qui est venu pour une insuffisance rénale aiguë, il avait passé 4 ans en salle de sport, l'orogène, l'écho, l'obstacle et tout, on cherche partout. Et puis il m'avait pas dit qu'il avait été faire 4 heures de musculation et on lui a fait des CPK, il avait effectivement une rhabdomyolyse très très importante. Donc attention, voilà, bien interroger les patients, pas toujours évident de déterminer la cause avec exactitude, méfiez-vous des prescriptions. Première chose à faire, lorsque là vous avez un patient avec des CPK augmentés, posez-vous quand même la question d'une responsabilité d'un médicament qui a été instauré par vos soins ou par l'un de vos confrères. Le diagnostic rapide conditionne la prise en charge thérapeutique. Et puis ce qui est un petit peu décevant, c'est que malgré une assez bonne compréhension des mécanismes physiopathologiques, des mécanismes moléculaires impliqués dans la survenue de cette rhabdomyolyse, il y a peu ou pas d'études contrôlées randomisées permettant de définir le traitement optimal, en sachant tout de même que, comme souvent en néphrologie, il faut boire, il faut s'hydrater en privilégiant vraisemblablement les solutions alcalines. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Vincent. Alors, 2-3 questions, je pense. Peut-être. La rhabdomyolyse. Ça vous inspire pas trop? Ah, vous en verrez, hein? C'est devant là. Reims a une question. Oui. Reims. Est-ce que le champagne peut donner des... Sûrement. Je me posais juste la question du crush syndrome chez les personnes âgées. S'il y a une statine, on l'arrête ou... Bah. Donc, effectivement, les syndromes d'immobilisation prolongée, une personne âgée qui fait une chute au sol et qu'on retrouve effectivement qui a passé 24-48 heures, dès qu'il y a un facteur surajouté, donc ce sera sûrement plus l'immobilisation prolongée qui sera responsable de la rhabdomyolyse, mais effectivement, tous les facteurs ajoutés, c'est pas du tout, ça ne va pas compromettre le pronostic vital immédiat d'arrêter une statine chez une patiente âgée, donc oui, il faut hydrater et puis effectivement éviter tous les médicaments potentiellement rhabdomyolysants, si je puis dire. La myoglobinémie se dose? Ça peut se doser, c'est fait rarement, ça n'a pas un grand intérêt parce que, effectivement, c'est surtout sur les dosages de CPK qui apprennent l'aspect des urines. Dès qu'on a des CPK très très élevés,
Si vraiment vous avez un doute diagnostique entre plusieurs mécanismes, il y a certains laboratoires qui peuvent doser l'hémoglobinémie et la myoglobinurine. Des questions? Non, mais on peut, si jamais on a vraiment besoin, ça peut se doser. Mais en premier lieu, les CPK. Alors, d'autres questions? Rhabdomyolyse? Non? C'est bon? Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons clore cette session sur l'insuffisance rénale aiguë. N'oubliez pas de rendre vos évaluations. Voilà. De régler vos frais personnels. Peut-être de ce premier